Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation, Aloïs et Irina. Je suis vraiment très heureux de pouvoir présenter notre équipe aujourd'hui au GT2 pour le GDR Ronde. J'ai moi-même été animateur longtemps du GT2, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je parle aujourd'hui. Et donc, je suis ici pour vous parler de métastructure auto-assemblée. Donc notre équipe, c'est l'équipe Méta pour méta-atomes, méta-matériaux et méta-surface au CRPP. Et donc nous sommes une équipe qui est constituée de 5 noms permanents. En l'occurrence, il y a Ashod Aradian, qui est un CNRS et qui est plutôt théoricien, donc un théoricien physique qui a pas mal travaillé sur les nanolasers. Moi, je suis l'opticien de la bande, hein. Je fais pas mal d'optique et d'électromagnétisme, tant sur la théorie que l'expérimentation. On a un ingénieur d'études, Bastien Bégon, qui est très impliqué dans l'instrumentation, qui a été recruté récemment. Et sinon, Olivier Mondin-Monval et Virginie Poncinet, qui sont nos deux physico-chimistes, donc très impliqués dans la fabrication des structures que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, les métastructures, de quoi s'agit-il? Alors, ça, c'est une définition que j'aime bien utiliser. On va être concerné essentiellement avec des matériaux qui agissent sur les ondes. Et donc, c'est à propos pour aujourd'hui, puisque on est en train de présenter du travail pour le GDR Ronde. Donc, et bien sûr, on va regarder comment ces structures s'échelonnent par rapport à la longueur d'onde. Donc, elles sont constituées d'inclusions, d'objets qui ont une certaine taille et dont l'espacement aussi a une dimension caractéristique. Et quand ils sont petits devant la longueur d'onde, on va plutôt parler de matériaux ou de milieux effectifs. Et quand ils sont grands devant la longueur d'onde, on va plutôt parler de milieux diffractifs, donc c'est le domaine plutôt des cristaux photoniques. Et nous, on va être plutôt dans le domaine des milieux effectifs, à ceci près que cette frontière, elle est un petit peu floue, hein. On essaye toujours de s'approcher, bien sûr, de structures qui vont être pas très loin de la longueur d'onde, parce que c'est à ce moment-là qu'ils deviennent intéressants et qu'on va avoir des structures qui vont se comporter de façon résonante. Donc, les métastructures vont être des métamatériaux qui sont soit tridimensionnels, soit bidimensionnels, et qui sont des assemblages de résonateurs sublongueur d'onde, ce qu'on appelle des métaatomes, et qui ont des propriétés effectives étonnantes ou extraordinaires. Et donc notre approche à l'Université de Bordeaux, ça consiste à essayer de faire une ingénierie aux deux échelles, à l'échelle du métaatome, qui va être un résonateur. Et pour ça, on peut bénéficier de tout l'attirail de la chimie colloïdale, qui est capable de fabriquer des structures résolument complexes, qui sont composites, qui vont être généralement composées de métal et de diélectrique, qui sont des résonateurs plasmoniques, ou ça peut être aussi des résonateurs diélectriques, hein, d'ailleurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, les énormes progrès de la nanochimie ont permis de faire des structures qui ressemblent grandement à des propositions théoriques de méta-atomes, ou en tout cas de structures aux propriétés de diffusion intéressantes. Et ensuite, à partir de ces systèmes qui vont arriver sous la forme de solutions de suspension de nanoparticules ou d'encre, on peut les assembler par différentes techniques qui sont issues de la physico-chimie de la matière molle. Donc ça peut être des dépôts bidimensionnels, ou ça peut être des assemblages tridimensionnels. Là, vous avez par exemple un exemple d'un très grand nombre de particules qui ont été assemblées. Donc, c'est des particules complexes, hein. En l'occurrence, sur cette image-là, c'est des systèmes qui ressemblent à ce qu'on a ici, avec un cœur diélectrique et des satellites plasmoniques, et qui ont été assemblés en une structure qui fait plusieurs microns de large, hein, de l'ordre de 10 microns de large, et qui peuvent être assemblés sur des longueurs de l'ordre de plusieurs millimètres. Et ça, généralement, c'est des choses qui sont assez impressionnantes pour des gens qui viennent plutôt de la lithographie. On est sur des assemblages de systèmes qui sont constitués d'un très grand nombre de résonateurs, hein. Typiquement, avec la nanochimie, on est capable en une synthèse, de constituer, de synthétiser 10 puissance 13 résonateurs. Et donc, la philosophie dans notre équipe, c'est pas mal de marier la théorie
où on va manipuler les modèles et les concepts, donc, et à partir de cette théorie, d'essayer de proposer des systèmes qui vont être proches de ce qu'on peut fabriquer par les techniques d'assemblage et de nanochimie que l'on connaît. Et puis, bien sûr, pour appuyer ça, on a des instruments qui nous permettent de faire de la caractérisation optique des observables physiques, si vous voulez, pour lesquels on fait de l'ingénierie ou sur lesquels on s'attache à construire des objets opérationnels. Et puis, on a également de la simulation pour faire de la conception et des tests numériques, et puis aussi pour aider à la compréhension des grandeurs physiques qu'on va mesurer. Et donc, si je fais un peu un bref aperçu des activités de recherche qu'on a en optique et photonique, en fait, on a des recherches, disons, qui sont plus sur des fondements qui permettent de créer des systèmes modèles et servir de briques de base. Donc, on a toute une activité autour de l'homogénéisation et des milieux effectifs, puisque bien sûr, en fait, nos systèmes sont des systèmes qui sont profondément inhomogènes et composites constitué d'un grand nombre de particules. Et donc là, je vous ai dessiné quelque chose qui est périodique, mais souvent c'est apériodique, hein. Les systèmes sont assez désordonnés et donc c'est assez difficile de les simuler correctement ou d'avoir une théorie qui prédit correctement le comportement d'ensemble. Et donc c'est important d'essayer de développer, en fait, de développer des modèles effectifs qui sont capables de les décrire correctement. Ensuite, on a un travail, alors ça va être l'objet de ma présentation aujourd'hui, enfin j'ai décidé de m'attacher un petit peu plus particulièrement à ça. Ces dernières années, on s'est pas mal attaché à essayer de construire des sources de Huygens, donc j'y reviendrai. Et puis, Josh, lui, présentera quelque chose autour de contrôle de l'émission spontanée dans des nanoparticules composites. On a aussi également des travaux qui sont exploratoires où on va davantage regarder l'interaction de la lumière avec les matériaux, hein, les matériaux assemblés d'un grand nombre de particules, de systèmes. Donc un travail, euh, un effort soutenu en fait dans l'équipe a été donné autour de essayer de fabriquer des matériaux qui présentent du magnétisme optique à des fréquences visibles euh, et de façon, disons, isotrope, c'est-à-dire qui ne soit pas confiné juste à des systèmes bidimensionnels. On a pas mal d'activités autour de la création de modèles pour les nanomatériaux, en fait. Donc, pas mal de nanochimistes sont capables de fabriquer des nanoparticules euh, des nanoparticules en fait issues de cristaux nouveaux, si j'ose dire, par exemple des oxydes plasmoniques. Et donc, il faut pouvoir utiliser des modèles qui vont nous permettre de récupérer les grandeurs caractéristiques du matériau qui a été synthétisé. Donc, c'est les propriétés optiques, le libre parcours moyen électronique, par exemple. Récemment, on a également commencé à travailler sur des coacervas photostimulables. Donc, ça, c'est en collaboration avec l'équipe bio du CRPP, où là, on s'intéresse davantage à l'interaction de la lumière avec des systèmes qui sont capables de spontanément provoquer des séparations de phases. On s'intéresse à la cinétique de ces séparations de phases, à de la dissolution contrôlée par la lumière. Et finalement, on travaille pas mal aussi autour des applications et de la création de preuves de concept. Et donc, sur les applications parfaits, on essaye de développer une activité autour des applications à l'optique non linéaire. J'en dirai deux mots à la fin s'il me reste du temps. Et puis, le refroidissement radiatif passif de jour. Et ça fera l'objet de la présentation de Nigar, qui parlera après Josh. Donc voilà, alors moi je vais m'attacher davantage à parler des sources de Huygens. Donc qu'est-ce que c'est les sources de Huygens? Alors ça fait référence en fait au principe de Huygens-Fresnel. Vous avez ici une jolie image du traité de la lumière qui a été rédigé par Christian Huygens. Alors Christian Huygens, il faisait partie de l'Académie des sciences de Paris, hein, donc son traité a été rédigé en français. Et dessus, vous pouvez voir une petite image. Donc là, vous avez un rendu plus moderne de cette image, mais ça, c'est vraiment l'image dessinée par Huygens d'une flamme. Et on voit que, selon lui, la lumière enfin la lumière, les points sources de lumière qui sont issus de cette flamme sont des points sources d'ondes hémisphériques qui sont émises dans une direction bien particulière correspondant à la direction de propagation
des ondes planes progressives, on dirait aujourd'hui. Et donc, Fresnel a pas mal travaillé à réutiliser la théorie de Huygens pour énoncer, et il a rajouté la polarisation par-dessus, et donc a émergé une théorie très puissante qui est capable de décrire vraiment la propagation des ondes, donc la propagation des ondes planes progressives. Et donc, ce principe, il dit que tous les points d'un front d'onde sont équivalents à une continuité de points sources d'ondes hémisphériques. Et donc, ça permet d'expliquer la réfraction. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi expliqué par la théorie particulière de Newton, mais en fait, ça permet surtout de décrire la diffraction correctement, ce que la théorie de Newton ne permettait pas. Et donc, en fait, ça, c'est une équivalence mathématique, hein, l'équivalence entre les fronts d'onde et ces points sources, mais on pourrait se poser la question, et ça, c'est quelque chose que la communauté des métasurfaces s'est beaucoup posé, c'est si on est capable, en fait, de construire des structures résonantes qui agissent comme des sources de Huygens et qu'on est capable de contrôler la phase avec laquelle ces structures émettent, donc principalement en modifiant un paramètre géométrique, alors on pourrait façonner de façon arbitraire le front d'onde et faire des optiques plates. Et en fait, quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, mais néanmoins qui est connu dans la littérature spécialisée, c'est que c'est également avec des sources de Huygens, pourvu que le résonateur ait des pertes, dissipe de l'énergie, on peut faire des absorbeurs parfaits parce que puisque l'émission est uniquement unidirectionnelle dans une certaine direction, on peut s'assurer, si le système a des pertes, que l'émission est en opposition de phase avec l'onde incidente. Et puisqu'il n'y a il n'y a aucune émission dans le sens inverse, donc il y a zéro réflexion, eh bien on peut faire un absorbeur parfait. Alors comment est-ce qu'on fait une source de Huygens? Eh bien, ici, vous pouvez regarder, vous pouvez voir en fait l'émission d'un dipôle électrique qui est polarisé orthogonalement au transparent, et vous voyez donc une onde sphérique qui est émise dans toutes les directions du plan du transparent. Et si on considère un dipôle magnétique qui serait polarisé horizontalement ici, vous voyez que l'émission, elle est en opposition, enfin, elle est en phase vers le haut avec le dipôle électrique ici, et en opposition de phase vers le bas. Et donc, si on positionne ces dipôles simultanément, qu'ils ont la même amplitude et qu'ils ont la même phase, eh bien, on s'assure que l'émission va être constructive dans une direction et destructive dans l'autre. Et donc, l'émission se fait de façon unidirectionnelle et cette direction est imposée par le trièdre direct formé par le dipôle électrique, dipôle magnétique et la direction de propagation, comme le prédisent les équations de Maxwell. Donc la question ensuite, c'est une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on le fabrique dans la réalité, en réalité avec une nanoparticule? Donc on peut s'intéresser d'abord à la diffusion par une nanoparticule constituée d'un indice constant, donc par exemple une nanoparticule de silicium, donc ici elle aura un indice de 3,5, et là ce que vous êtes en train d'observer, c'est le champ diffusé par cette nanoparticule lorsqu'elle est excitée par une onde plane qui est incidente depuis le bas, du bas vers le haut. Et en fait, vous allez voir sur le transparent d'après, j'ai une petite animation, mais il faut d'abord comprendre ce qu'est ce diagramme. Donc, ce graphe, c'est le spectre de la diffusion. Vous avez la diffusion, la section efficace de diffusion totale qui est en rouge et pardon, en noir. Et en rouge, vous avez la diffusion qui est due au dipôle magnétique. En bleu, celle qui est due au dipôle électrique. Et en vert, vous avez un quadrupôle électrique. Donc ça, c'est le champ diffusé par une nanoparticule dont l'indice est égal à 3,5. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader en longueur d'onde sur ce graphe et on va voir ce qui se passe au niveau du rayonnement. Donc là, vous voyez que vous avez de la diffusion qui se fait dans les deux sens quand on est à cet endroit-là, hein. Vous avez quelque chose qui ressemble fortement à un quadrupôle. Donc c'est bien le quadrupôle électrique. Et donc, à mesure qu'on se balade ici, vous voyez que le diagramme enfin, que le champ diffusé est modifié. Et il y a un point en particulier qui est intéressant, c'est ce point-ci. Et ça correspond au moment où le dipôle électrique et le dipôle magnétique, justement, ont même amplitude et sont en phase. Et ce que vous voyez, c'est que la diffusion, elle se fait vraiment dans une seule direction vers le haut, à cet endroit-là. Alors, le problème, c'est qu'on est loin, en fait, des résonances, hein. Donc, on est loin des résonances. Donc, ça veut dire que la diffusion, elle est assez faible, hein, à cet endroit-là. Et donc, on peut se demander si jamais cette nanoparticule était constituée d'un milieu effectif,
donc par exemple qui aurait du magnétisme artificiel, et si on allumait progressivement ce magnétisme artificiel, qu'est-ce qui se passerait? Donc ça, c'est ce qu'on fait là. Vous voyez, on est en train de graduellement augmenter mu pour qu'il atteigne une valeur proche du contraste d'indice. Enfin, c'est équivalent à ce qui soit égal à epsilon en fait. Lorsque mu est égal à 1 fois m, il est égal à epsilon. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire coalescer ces deux résonances et obtenir un système qui est résolument résonant avec un dipôle électrique et un dipôle magnétique qui sont en phase et du coup qui vont être fortement intenses. Donc vous voyez que la diffusion elle se fait vers le vent et qu'elle devient de plus en plus intense. Donc comment est-ce qu'on fait un milieu effectif? Ben, on considère un agrégat, ce qu'on va appeler un cluster. Là, c'est un cluster sphérique en l'occurrence de nanoparticules d'argent, un cluster de 60 particules qui a été simulé par la méthode de la T-matrix. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une efficacité de diffusion qui est assez élevée, hein, de l'ordre de 2,5. L'efficacité de diffusion, c'est la section efficace de diffusion sur la section géométrique de la particule. Et que la diffusion par le dipôle électrique en bleu, là, elle se superpose et elle est simultanément résonante avec la section efficace de diffusion du dipôle magnétique. Et on a une fraction d'énergie diffusée vers l'avant qui est très élevée. Donc là, vous avez les diagrammes de rayonnement de ce système. Donc ça, c'est une simulation. Et juste pour vous montrer que ce n'est pas de la science-fiction, on est capable de les fabriquer, hein, ces systèmes, et on utilise une voie de séchage d'émulsion pour les assembler. Donc l'idée, c'est de prendre une suspension de nanoparticules plasmoniques. Donc c'est des particules qui peuvent être constituées d'argent ou d'or. On a fait les deux. Et elles sont en suspension dans une solution d'eau, enfin une solution aqueuse, donc ça peut être de l'eau ou de l'eau avec de l'éthanol. On fabrique une émulsion constituée de cette suspension avec une huile, donc il faut imaginer que le milieu environnant, c'est de l'huile. Et ensuite, on va sécher progressivement, lentement et progressivement, de façon à ce que cette gouttelette réduise en taille. Donc il faut imaginer l'eau qui s'évapore. Et à la fin, on obtient un système dense avec des nanoparticules d'argent ou d'or. Et donc, vous avez ici des images prises au microscope électronique qui vous montrent les dimensions typiques qu'on est capable d'atteindre. Donc là, c'est 3 réalisations différentes. Et vous avez un système qui a 88 nanomètres de rayon environ. Donc, il est sub-longueur d'onde et il est constitué de nanoparticules plasmoniques résonantes. Donc, vous avez deux échelles, hein. Vous avez l'échelle de la résonance plasmonique et l'échelle de la résonance de Mie de ces systèmes. Et ensuite, pour les caractériser, en fait, on a un montage de diffusion statique de la lumière qui est résolu en polarisation et en longueur d'onde. Donc, on peut faire un spectre de la diffusion de cette suspension. Et le fait qu'elle soit résolue en polarisation fait qu'on est capable de séparer les modes pairs des modes impairs de diffusion. Et quand le système est dipolaire, ça veut dire en particulier qu'on peut séparer le dipôle électrique du dipôle magnétique. Donc ici, vous avez le diagramme typique de la section efficace de diffusion différentielle qu'on peut mesurer et on arrive à être quantitatif, hein, avec cette mesure. Donc en fonction de l'angle de diffusion, ici, θ, et de la longueur d'onde du rayonnement. Donc en fait, on analyse le spectre de ce qui est diffusé. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, c'est résonant, enfin, c'est doublement résonant. Vous avez une résonance ici aux alentours de 700 nanomètres, une résonance aux alentours de 450-500 nanomètres. Et en plus que la diffusion se fait dans un angle solide qui est compris typiquement sur un angle de diffusion de 40 degrés. Donc c'est vraiment très dirigé vers l'avant. Et donc si je prends à 90 degrés, là je fais une coupe et que je regarde la diffusion et que je sépare les deux polarisations orthogonales et verticales, en fait, on peut séparer dans une certaine bande où le système est vraiment dipolaire, la diffusion par le dipôle électrique. Donc A1, c'est le coefficient de Mie du dipôle électrique et B1, c'est le coefficient de Mie du dipôle magnétique. Et on voit qu'ils se superposent bien. Alors, ça fonctionne aussi à des longueurs plus basses, c'est-à-dire qu'on a quand même une diffusion vers l'avant à des longueurs d'onde plus basses, mais là, le système n'est plus dipolaire, il est multipolaire, et donc la combinaison des modes pairs et des modes impairs est légèrement plus compliquée. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même avoir de la diffusion vers l'avant, même s'ils ne sont pas égaux. Et ici, le système est vraiment dipolaire. Voilà, j'en ai presque terminé. Je voulais juste mentionner le fait qu'on a aussi des travaux sur ces systèmes-là pour essayer de les décrire comme des milieux effectifs, parce qu'on aimerait bien euh, pouvoir relier, en fait, si vous voulez, les systèmes, la fraction volumique en particules et les caractéristiques des inclusions
de ces clusters à des paramètres effectifs de façon à pouvoir faire du design. Alors pour l'instant, on a essentiellement abordé ce système, enfin en tout cas ce qui est publié, c'est essentiellement ce système, on l'a abordé de façon numérique, en faisant un grand nombre, grâce à la thématrice, en fait, on fait un grand nombre de réalisations de ce type de système. Et en utilisant tout le formalisme de la dispersion spatiale, on peut montrer que ces systèmes peuvent être décrits par des paramètres effectifs et par des simulations récupérer en fait l'évolution spectrale de ces paramètres effectifs. En tout cas, on a fait ça pour l'or. Je vous réfère à cette publication-là. Et on a des travaux actuellement qui essayent d'aborder le problème de façon plus mathématique pour réellement relier en fait les paramètres du milieu homogène à ce genre de paramètres effectifs sans passer par une approche numérique, donc, par une approche plus analytique. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'on est capable de fabriquer des clusters plasmoniques, donc des sources de Huygens qui agissent comme des sources de Huygens. Donc, on vous a montré un petit peu la caractérisation de ces systèmes-là. J'ai pas abordé ça aujourd'hui, mais on est capable en fait aussi de les assembler en métasurface et de montrer qu'ils agissent comme des absorbeurs. Alors ça c'est un travail qui mérite encore d'être un petit peu amélioré. Donc, parce qu'en fait, on a besoin d'augmenter encore la fraction surfacique de ces systèmes pour qu'on obtienne vraiment une absorption de 100%. Parce qu'on n'a pas encore dépassé, on en est à 50% à peu près, mais 50% c'est déjà quelque chose qu'on pouvait faire avec des dipôles électriques absorbants. Et on peut pas, pour montrer que c'est bien la source de Huygens qui agit, il faut dépasser les 50%. Et en termes de perspective, en fait, on voudrait augmenter la monodispersité de ces systèmes, parce qu'actuellement, on les fabrique essentiellement en solution par voie d'émulsion et ces systèmes sont assez polydisperses, donc ça limite un petit peu leurs applications pour des métasurfaces. Et donc on est actuellement en train d'essayer de développer une approche par voie microfluidique avec Jean-Christophe Barré du CRPP qui a vraiment cette expertise-là. Où on va faire un séchage. Déjà, on va commencer par une émulsion dont toutes les gouttes ont une taille bien définie. Donc ça, c'est vraiment l'expertise microfluidique. Euh, Faire une évaporation contrôlée de la voie, de la phase qui est dispersée dans ces systèmes-là, par contrôle de la pression de vapeur en éthanol et en eau. Et en fait, toujours par voie microfluidique, en fait, on peut s'assurer aussi qu'avec un substrat préformé, on peut aller déposer ces émulsions, ces gouttelettes sur des cavités. Et en fait, on va ensuite les sécher en cavité de façon à obtenir une métasurface ordonnée. Et donc, on a une collaboration naissante avec Giuseppe Leo et Aloïs Desgiron à MPQ pour essayer d'en faire des métasurfaces non linéaires, parce que vous voyez ici une simulation de ces clusters, du champ à l'intérieur de ces clusters, où on a des facteurs de champs locaux qui sont de l'ordre de 50. Donc, c'est vraiment très élevé et très intéressant potentiellement pour l'optique non linéaire. Alors voilà, j'en ai fini. Je voudrais juste, en guise de transition avec le webinaire de Josh, parler des 2D capotes d'argent. Donc ça, c'est vraiment, enfin, je dois rendre hommage en fait au travail de nos collaborateurs, Mona Tréguer de la Pierre à l'ICMCB, ainsi que Serge Raven. Serge Raven au CRPP. Ici, ça devait être Étienne Duguay, non Serge Raven à l'ICMCB, qui ont développé toute une chimie pour faire des structures plasmoniques très symétriques, constituées de satellites métalliques autour d'un cœur diélectrique, ce qu'on appelle des N-pods. Et en l'occurrence, on avait déjà publié un travail sur les dodécapodes, hein, qui sont parmi toutes ces structures, tous ces N-pods, des structures fortement symétriques. On avait caractérisé en fait la diffusion par ces systèmes et ils sont dominés aux hautes longueurs d'onde par un dipôle magnétique. Donc l'idée, c'était que en modifiant légèrement cette structure-là, on doit pouvoir faire en sorte que l'émission soit purement magnétique et très peu électrique, de façon à exalter l'émission magnétique d'émetteurs qui seraient placés au centre de ces systèmes. Et ça fait l'objet de l'ANR Mélodie, qui est en collaboration avec Sébastien Bidot et Mathieu Mivel, de l'Institut Langevin et de l'INSP. On essaye de procéder à cette exaltation et donc Mona Tréguer essaye de les fabriquer, enfin l'équipe de Mona essaye de les fabriquer. Voilà, j'en ai fini. Je voudrais juste remercier les non-permanents qui ont beaucoup travaillé à tous les travaux que j'ai présentés aujourd'hui. Et puis, je serais content de répondre à des questions s'il y en a. Je vous remercie.